Bonjour à tous. Alors, on continue à apprendre à mettre en œuvre des interfaces graphiques avec Python et Qt. Alors, pour rappel, dans le tuto précédent, nous avions vu comment instancier la fenêtre principale de notre application. Nous allons maintenant voir comment y ajouter un certain nombre de widgets, dit autrement de composants graphiques. Alors, pour rappel, nous en étions arrivés à ce stade-là. On a ici notre fenêtre principale, elle dérive de QMainWindow. On avait bien entendu dans le constructeur rappelé le constructeur parent et on avait donné quelques caractéristiques au niveau de notre fenêtre en passant par les propriétés et par les setters. Et puis ensuite, ici, on avait ajouté une barre de progression. Regardez, la barre de progression, elle apparaît ici. Elle est positionnée où ? Elle est positionnée en vérité directement dans la fenêtre. Et on l'avait placée en 10-10, un petit écart de 10 en largeur et de 10 en hauteur, et donc on est bien en 10-10 pour le coin haut gauche de notre barre de progression. Après, elle faisait 300 de large par 30 de haut. Et en vérité, cette façon de faire, elle n'est pas si bien que ça. Alors pourquoi ? Parce qu'une fenêtre principale Qt, c'est déjà quelque chose qui est assez complexe et qui peut posséder plusieurs zones. Pour imager mon propos, je vais revenir sur mon site. Donc cours.fr, vous le connaissez tous. Vous allez maintenant dans la section Python et vous retrouvez ici le tuto sur Python et Qt. Et donc on en est sur le chapitre ajouter des widgets à la fenêtre. Mais regardez ici, on a un petit diagramme qui nous explique que normalement, dans une fenêtre principale, on doit avoir une barre de menu, une toolbar, il y aura la zone centrale et une statue bar. Par défaut, si vous n'avez pas demandé la barre de menu, la barre d'outils et la barre de statut, elles ne vont pas apparaître dans l'interface et donc la zone centrale va tendre à occuper tout l'espace. Mais si jamais à un moment donné on essaye de rajouter une barre de menu, du coup ça va décaler la zone centrale. Et le problème dans ce qu'on a fait à ce niveau-là, c'est que comme la barre de progression est directement placée dans la fenêtre, on peut avoir un chevauchement entre la barre de menu, si elle existe, et notre barre de progression. Donc en vérité, notre barre de progression, elle n'aurait jamais dû être là. Elle aurait dû être dans la zone centrale de votre fenêtre principale. On va remédier à ce problème et on va essayer de faire les choses un petit peu mieux. Donc regardez, je reviens ici, je supprime ce code-là. Voilà. Fatalement, si j'ai supprimé la barre de progression, si je relance ma fenêtre, elle est maintenant vierge. Et regardez, pour imaginer mon propos, je vais m'amuser à reprendre le code qui est ici. Il n'est pas très compliqué, mais en tout cas, j'essaye de récupérer la zone centrale. Vous vous rappelez, dans le tuto précédent, on avait bien vu que au niveau des propriétés, d'accord, on passait par des conventions de nommage. Soit on demande la centrale aurea en invoquant self.centralAurea. Il ne faut pas mettre de préfixe get, mais par contre, si on cherche à modifier cet élément-là, il faudra passer par la méthode préfixée de set et du nom qu'on veut changer. Donc ici, self.setCentralAurea. Et setCentralAurea, en vérité, c'est un widget. Lui aussi, c'est un widget, mais de type QWidget. QWidget, c'est la classe de base de tout composant graphique au niveau de la librairie Qt. C'est une zone rectangulaire. Par défaut, elle s'affiche en gris. Pour qu'on la visualise bien, ici, je me permets de changer son style graphique et je mets le background en couleur bleue. C'est des couleurs en mode RGB exprimées en hexadécimal. Donc ici, on a la composante de rouge, c'est 41 en hexa. On a la composante en vert et la composante en bleu. Ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement bleu, avec un petit peu de vert quand même, et puis un petit zeste de rouge. Donc du coup, on a un espèce de bleu qui ressemblera à celui-là. Voilà, c'est pas un bleu franc, mais en tout cas, on a quand même plutôt une prédominance dans le bleu. Si je lance mon application ainsi, cette fois-ci, je vois bien ma zone centrale. Et c'est dans cette zone centrale que moi, je dois placer mes widgets. Maintenant, si je rajoute une des quelconques barres que je vous ai montrées, je ne vais pas toutes les réinjecter, je vais en prendre une, je vais essayer de manipuler la barre de statut. Ça va réduire l'espace disponible pour ma zone centrale. Comment je fais pour obtenir une barre de statut ? C'est très simple.
Je vais créer une variable, je vais l'appeler statut_bar, et il me suffit à partir de self de demander à obtenir la barre. Si je fais un self.menu_bar, je vais avoir la barre de menu. Si je fais un self.add toolbar, alors là c'est un petit peu différent, mais on peut ajouter une ou plusieurs toolbars à notre interface. Et là, si je fais un statut_bar, je viens de récupérer ma barre de statut. Pour un peu mieux la visualiser, je vais y mettre un contenu. Sur la statut_bar, je peux m'amuser à mettre un message via la méthode showMessage. J'y vais et this is my status_bar. Et donc regardez, si je relance mon interface, eh bien effectivement, maintenant on a bien une barre de statut qui apparaît, donc la zone centrale est un petit peu moins grande. D'accord ? Si j'avais mis des widgets dans la fenêtre, ils auraient pu se chevaucher avec ma barre de statut. Voilà. Notez au passage, tant qu'on y est, vous avez ici en bas à droite, alors c'est très léger, c'est très discret, mais on a un petit gripper, vous voyez, qui apparaît pour bien vous indiquer qu'on peut retailler la fenêtre. On pouvait le faire, même sans la barre de statut, mais là on a le petit gripper qui nous montre qu'on peut placer la souris à ce niveau-là. Très bien. Bon, maintenant que j'ai ma zone centrale, je vais pouvoir mettre différents éléments dedans. Alors, il faut savoir, des widgets au niveau de Qt, c'est pas ça qui manque. Il y a un très grand nombre de composants graphiques qui sont disponibles. Pour illustrer ça, je vais plutôt m'appuyer cette fois-ci sur le site officiel de Qt. D'accord ? Donc je suis dans la section dédiée à Python, bien entendu, je ne veux pas faire du Qt en C++, on en a déjà parlé. Donc nous, on va rester sur la section Python. Et là, vous avez le guide de référence sur l'API. C'est-à-dire, c'est toutes les classes qui constituent Qt. Il ne faut pas oublier qu'il y a les deux approches. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on a deux approches d'utilisation de Qt, l'approche traditionnelle et l'approche Qt Quick avec le langage QML. Bon, nous, pour le moment, on travaille sur l'approche traditionnelle. Et donc, en gros, ce sont les classes qui sont ici qui vont m'intéresser, sauf que tout ça, tout n'est pas widget. Là, il y a des classes non forcément graphiques. Là, on a des classes plutôt utilisées pour tout ce qui est pixelisation. D'accord, le moteur de rendu 2D, le moteur de rendu 3D, et ainsi de suite. Et à ce niveau-là, on a pas mal de classes qui, elles, pour le coup, sont des widgets. Donc vos widgets sont dans ce paquet-là. Je clique. Il y a quelques explications, mais disons qu'un petit peu plus loin, on a la liste des classes proposées à ce niveau-là. Et là, une grande partie des classes qui vous est montrée ici correspondent à des widgets. Quelque part, la barre de statut qu'on a récupérée tout à l'heure, elle est de type QStatuBar. C'est le type réel de la chose. Regardez, ça je peux le valider. Quand j'ai ma barre de statut ici, si jamais je m'amuse à faire un print de type de statut_bar, voilà, ça va m'afficher son type. Et je me permets de relancer l'interface graphique. Voilà, et donc ici, il nous dit bien que c'est la classe QStatuBar qui est dans le package QTWidget de mon binding PySide6. Donc ça, c'est une classe de widget, c'est la barre de statut. Le truc, c'est qu'il y en a énormément d'autres. Par exemple, ici, on a un QPushButton. C'est un bon vieux bouton classique et traditionnel. Ici, on a un QProgressBar. Ça, c'est la barre de progression qu'on avait là au démarrage de ce tuto. Et puis il existe d'autres widgets qu'on va pouvoir placer au niveau de notre interface graphique. Alors vous aurez noté, par défaut les classes Qt elles commencent par Q. Donc ici vous avez une table des matières avec les principales lettres utilisées par ces classes. Et donc bien entendu il faut faire abstraction de la première lettre. Ici vous avez tout ce qui commence par M mais en second caractère. Parfait. Du coup, je ne vais pas perdre trop de temps à taper du code devant vous, ça nous permettra d'être un petit peu plus réactif. Et donc, je vais récupérer un bout de code que j'ai déjà écrit et qui est sur mon site. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, faire un copier-coller. Du coup, dans ce bout de code-là, je vais manipuler un certain nombre de classes de widgets. Histoire de préparer un peu le terrain, j'en ai présenté déjà quelques-unes ici, c'est les classes que je vais utiliser. Et donc par exemple, on peut avoir un QCalendarWidget. Ça nous affichera un calendrier dans lequel on va pouvoir sélectionner une date, un petit peu à l'instar de ce qu'on a classiquement au niveau d'un système d'exploitation. On peut avoir une case à cocher, une QCheckbox. On peut avoir un label,
avec la classe QLabel. On peut avoir un label, mais qui va s'afficher un petit peu comme un écran à cristaux liquides. C'est liquide, cristal, display. D'accord? Donc c'est un écran à cristaux liquides. Vous avez un QLine Edit, c'est une zone de texte, mais sur une seule et unique ligne. On peut aussi avoir un QText Edit, mais qui est multiligne pour le coup. La barre de progression, vous la connaissez déjà un petit peu. Le fameux QPush Button dont je parlais tout à l'heure, le bouton sur lequel on va pouvoir cliquer. On peut avoir un slider. Un slider, c'est un composant avec un taquet qui est placé en plein milieu de ce slider. Et en bougeant le taquet, ça nous permet de sélectionner une valeur parmi un intervalle donné. Par exemple, vous voulez une valeur entre 0 et 100. Il suffit de dire que le slider, sa borne minimale, c'est 0, que sa borne maximale c'est 100, et du coup on pourra sélectionner une valeur dans cet intervalle. On a le QSpinBox aussi, c'est pour pouvoir saisir une valeur numérique entière, et dans ce cas-là on a des petits boutons à droite de la zone de texte pour pouvoir choisir si on veut une valeur supérieure ou inférieure, on va le voir dans quelques instants. Et donc si vous voulez obtenir ces différents composants, il vous suffit de venir ici, et de récupérer tout le bloc là qui commence à partir de la ligne 23. Et je prends aussi la tabulation, et je vais aller coller tout ça dans mon interface graphique. On va faire une petite revue de code ensemble, histoire de mieux comprendre ce qui y est fait. Bon, ici, ça c'est la récupération de la barre de statut. Allez, je le garde. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui est dit ici ? Je veux une instance de type QCalendarWidget. Ce QCalendarWidget, je peux préciser en premier paramètre du constructeur le widget parent, c'est-à-dire celui qui va le contenir. Vous aurez noté que celui qui va contenir le calendrier, c'est la zone centrale que j'ai créée tout à l'heure et qui a été ajoutée au niveau de ma fenêtre. Bon, ici, il y a une petite erreur, c'est rien du tout, c'est qu'il nous manque l'import sur ce type de composant graphique, sur ce type de widget. En utilisant l'outil ici, en cliquant sur le bouton qui nous permet d'ajouter l'import, ça a eu pour effet de venir me rajouter l'import à ce niveau-là. Très bien. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a cette ligne-là. Cette ligne-là, elle permet de positionner mon widget en 10-10. Mais attention, du coup, le 10-10 qui est ici, c'est pas le 10-10 par rapport à ma fenêtre. Le 10-10 de la fenêtre, grosso modo, il est là, à peu près. D'accord ? Mais comprenez que si vous avez mis une barre de menu, le 10-10, il est toujours à peu près là où la position de ma souris. En gros, à la pointe là, du M à gauche. D'accord ? Par contre, moi j'ai dit que j'étais en 10-10, mais dans la zone centrale. Donc 10-10 dans la zone centrale, ça donne la position du petit plus à la louche sur la capture d'écran qui est là. D'accord ? Donc on se positionne par rapport au composant dans lequel on est, pas par rapport à la fenêtre. D'accord ? Et la centrale Aurea, bien entendu, elle est positionnée par rapport au coin au gauche de ma fenêtre. Donc en gros, je vais avoir un composant qui va venir se placer, en tout cas pour son coin au gauche, à peu près à la position de ma souris sur l'écran que vous pouvez visualiser actuellement. Donc du coup, c'est parfait. J'ai placé mon calendrier et je lui ai donné une certaine taille, 300 par 200. Après, je fais quoi ? Comme vous le constatez, je fais pareil pour d'autres composants graphiques. C'est plus ou moins à peu près la même chose, sauf que de temps en temps, je me permets de rajouter quelques valeurs pour pouvoir un petit peu particulariser le composant que j'ai sous la main. Et donc ici, j'ai une classe. C'est un QLCD number, on en parlait, donc notre écran à cristaux liquides, notre pseudo-écran à cristaux liquides. Bon, je l'appelais LCD, et là, je vous montre comment changer la valeur actuellement affichée dans notre QLCD number. Bon, ici, j'ai un label. Encore une fois, j'importe la classe. Un label peut avoir un texte. Ça paraît naturel, il est positionné à ces coordonnées-là. On a ici un QPushButton. Vous voyez, je mets des widgets de nature un petit peu diverses et variées. Le but du jeu, c'est vous faire voir un petit peu le champ des possibles. Alors, même si je ne suis pas complètement exhaustif, mais en tout cas, ça vous montre quelques exemples de composants graphiques. Donc, un bouton, c'est pareil, un petit peu à l'instar d'un label. Il peut avoir une zone de texte qui lui est affichée. Dans un bouton, je pourrais rajouter une icône aussi. Si vous faites un set icon, ça permet de changer l'icône du bouton. Bon, ici, j'ai ma zone de saisie de texte sur une seule et unique ligne. Ça, c'est le texte initial dans la zone de texte. Voilà, on a la checkbox.
On a un petit texte devant la case à cocher. Ici, on a le spin box, donc pour sélectionner une valeur numérique. Voilà, par défaut, j'ai dit que la valeur sélectionnée, c'était 50. Ici, nous avons un slider. C'est pareil, le slider, je lui mets aussi une valeur initiale à 50. Et puis, vous aurez noté qu'un slider, il peut s'afficher horizontalement ou verticalement. D'accord ? Donc, vous pouvez contrôler ici, avec ce paramètre-là, le sens dans lequel vous voulez afficher votre composant horizontalement ou verticalement. Dans tous les cas, il est où ? Il est dans ma zone centrale. Et puis ici, on a remis une barre de progression, et cette fois-ci, cette barre de progression-là, elle n'est pas en plein milieu de ma fenêtre directement, mais bien dans la zone centrale. Très bien. Regardez, j'arrête l'application déjà existante, voilà, parfait, et je relance ma nouvelle interface graphique. Alors oui, le bleu là nous pose quelques légers petits problèmes de visualisation. Maintenant qu'on a bien matérialisé la zone centrale, je vais me permettre de commenter cette couleur. Voilà, et je relance mon interface. Bon, vous voyez, là j'ai quelques composants graphiques de présenter à l'écran. Donc, notre calendrier, le LCD number et les autres composants que j'ai choisis. Là, j'ai mon bouton, je peux lui cliquer dessus. Là, j'ai une zone de texte, je peux éventuellement modifier le contenu de cette zone de texte. Ensuite, j'ai ma case à cocher, je peux cocher ma case. Ici, on a le spinbox qui me permet de pouvoir contrôler une valeur numérique, un slider et une barre de progression qui m'affiche une valeur à 50. Donc là, vous voyez, on commence à avoir une petite interface graphique un petit peu plus sympa. Alors j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi, ça ne répond pas à un besoin particulier, mais c'était pour vous faire voir quelques composants graphiques, quelques widgets auxquels vous pouvez faire appel. C'est très bien. Et maintenant, comprenez que la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est que quand on va avoir une action sur un de ces widgets, sur un de ces composants graphiques, on aimerait bien qu'il y ait la possibilité de lui associer un traitement. Par exemple, si je clique sur un bouton, je veux éventuellement faire quelque chose. Et donc, il faut savoir que dans l'architecture de la librairie Qt, on gère les événements avec un modèle qu'on appelle le modèle de slots et de signaux. J'ai ici discuter un petit peu de ce sujet-là, mais pour faire simple, le signal, c'est l'événement que le widget va déclencher. Par exemple, si je considère un bouton peut être cliqué. Je peux abonner un traitement au clic sur le bouton. D'accord ? Et donc, si le signal clicked est déclenché, mon gestionnaire d'événements devrait recevoir la main. Un gestionnaire d'événements au niveau de Qt, on appelle ça un slot. Donc là, c'est tout bête. Mais sur cette ligne-là, on a pas mal d'informations déjà. On a le widget. Le widget possède un signal, c'est le signal clicked. C'est loin d'être le seul. Il y a des tonnes de signaux qui sont proposés par chacun des composants graphiques que j'ai pu vous montrer ou ceux que vous pourrez trouver en parcourant la doc. Ici, on va s'abonner donc à un clic. Et à ce niveau-là, j'ai décidé d'avoir une méthode sur ma fenêtre que je vais appeler buttonClicked. Ma méthode, je vous propose qu'elle soit définie à ce niveau-là. D'accord ? Après, ce qu'il faut faire, c'est une connexion entre un signal et le slot qui doit lui être associé. En sachant qu'en vérité, ce n'est pas du 1 pour 1. Je peux faire en sorte qu'un signal notifie plusieurs slots et un slot peut être connecté sur plusieurs signaux. Donc on peut arriver à des situations un petit peu diverses et variées, tout dépend du besoin, mais disons que pour être clair, la plupart du temps malgré tout, on sera souvent avec du 1 pour 1. Un signal va déclencher un slot. Dans tous les cas, il faut la connexion. Et la connexion, elle se fait par le jeu subtil de la méthode connect que vous retrouverez sur tous signaux de la librairie Qt. Regardez. Je vais me permettre de récupérer ces quelques lignes. Je prends la connexion de mon slot sur mon signaux pour le bouton. Je localise mon bouton, il est ici, et donc je rajoute la connexion. Maintenant que la connexion est en place, il me manque la méthode. Je ne me complique pas la vie, je viens ici, je récupère ces quelques lignes et je les mets au niveau de ma classe de fenêtre graphique.
Voilà. Alors, il est de bon ton, quand on code un gestionnaire d'événements, dit autrement un slot, de le marquer avec ce qu'on appelle un décorateur Python. D'accord ? L'idée, c'est que la personne qui va relire le code, s'il voit slot, il ne se pose pas de questions, c'est un gestionnaire d'événements. S'il n'y avait pas eu ce marqueur-là, ça aurait très bien marché. Regardez, j'ai envie de ne pas le mettre dans un premier temps. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si jamais je déclenche ce gestionnaire d'événements ? Je récupère l'émetteur de l'événement. Dans mon cas, l'émetteur, c'est le bouton. C'est lui qui a déclenché le signal. D'accord ? Donc je récupère l'émetteur, c'est mon bouton. Et ici, je fais un petit affichage qui récupère le texte du bouton sur lequel j'ai cliqué. D'accord ? Et je l'injecte dans cette chaîne de caractères. Donc normalement, si tout se passe bien, le simple fait de cliquer sur le bouton doit lancer l'exécution de button clicked et donc on devrait avoir le message qui apparaît sur la console. Je ferme la fenêtre principale et je redémarre mon application. Regardez, on clique sur le bouton. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? On a eu le message qui est apparu sur la console. Vous avez vu, quand je clique, j'ai le message qui apparaît. Là, j'ai cliqué 4 fois. Bon, du coup, si vous n'avez pas mis le décorateur, vous n'avez pas forcément ici percuté qu'il s'agissait d'un gestionnaire d'événements. Ça peut être une autre méthode de la classe qui fait je ne sais quel traitement. Le fait de mettre ce décorateur nous permet de savoir qu'on a affaire à un gestionnaire d'événements, à un slot. Le slot en question ne prend pas de paramètres, c'est pour ça que là, dans la paire de parenthèses, il n'y a aucune information. Et puis vous noterez que ce décorateur, c'est une classe, donc il faut l'importer au niveau de mes premières lignes de ma classe. Voilà qui a été fait, j'ai utilisé l'assistant pour forcer l'importation. Je relance mon interface graphique. Ça devrait continuer à fonctionner de la même manière. On a toujours le gestionnaire d'événements qui déclenche. Alors attention, parce que des fois, certains gestionnaires d'événements sont un petit peu plus subtils et vont vous envoyer des paramètres. Par exemple, ici, j'ai le slider. Quand je change la valeur sur le slider, du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est OK, et quelle est la nouvelle valeur qui est actuellement constatée ? Alors, on pourrait se débrouiller autrement, je pourrais me simplifier la vie en récupérant le slider et lui redemander sa valeur. Mais en vérité, le slot va recevoir cette valeur. Donc ça me donne deux manières de pouvoir retrouver mon information. Et ce que je vais faire sur mon slider, en vérité, on pourrait aussi le faire, pourquoi pas sur mon spinner, pourquoi pas. On pourrait avoir exactement le même type de code, étant donné que le signal, il a le même nom dans les deux classes. C'est un changement de valeur. Donc regardez, je vais faire du copier-coller parce que j'avais mis tout ça à ce niveau-là, mais si je prends le slider là, je peux récupérer ces deux lignes. Mon slider est ici. Donc sur ce slider, j'ai un signal, c'est value change. Ce signal, je vais le connecter à mon slot value change sur ma classe à moi. Maintenant, il me faut la méthode en question. Je vais prendre la méthode qui est ici. Je vais la mettre au niveau de ma classe. Et là, effectivement, comme je vous disais, il va vous envoyer la valeur constatée. Donc du coup, s'il m'envoie la valeur constatée, je vais pouvoir la réutiliser. On va vérifier si tout marche bien. J'ai mon slider qui est là. Je vais un petit peu décaler les choses. J'ai déjà bougé un petit peu, donc c'est pour ça qu'il y a eu des affichages à ce niveau-là. Mais regardez maintenant, au fur et à mesure où je fais bouger mon slider, la valeur change et donc je peux récupérer la valeur. Comme je vous disais, j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu récupérer mon slider en faisant que c'était self.sender. Et dans ce cas-là, j'aurais pu simplement ici injecter sur mon slider un appel à value, qui est la valeur actuellement constatée dans mon widget. Là, je passe par le widget pour récupérer la valeur, alors que ici, je la reçois directement au niveau du gestionnaire d'événements. Et donc, on a deux manières qui arrivent à peu près, qui reviennent au même, qui arrivent au même résultat pour arriver à récupérer ma valeur. Ça y est,
Je me déplace un petit peu et regardez, on a bien à chaque fois exactement la même valeur qui est constatée. Alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est ok, certains de ces signaux donc, nous envoient des valeurs. Comment on fait pour être au courant de la nature de cette valeur? Comment je savais ici que c'était un entier? Bon, ça peut paraître logique, un slider, ça génère une valeur entière. Donc on pouvait se douter que là on était int. Mais si à un moment donné vous avez le moindre doute, ce que vous faites, c'est que vous revenez dans la documentation et vous essayez de trouver la classe qui vous intéresse. D'accord? Mais c'est pas gagné. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Il y a des chances que le signal vous soit directement donné à ce niveau-là. Mais là, on constate que non. En vérité, il n'y a pas grand-chose là sur ce coup-là. Il n'y a que quelques fonctions, mais j'ai pas de section dédiée au signal. Alors la raison, c'est pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un petit peu d'héritage. D'accord? Cette classe-là, en vérité, elle dérive de QAbstractSlider. Je suis sur la documentation de cette classe. Et elle me fournit aussi, par héritage, un certain nombre de méthodes, et notamment les méthodes qui sont ici. Mais notez qu'elle me fournit aussi des signaux. D'accord? Et le value change, en vérité, on le trouve à ce niveau-là. D'accord? Et c'est là que vous allez pouvoir cliquer pour connaître la nature de l'information qui va être passée sur ce signal. Vous avez ici toutes les documentations, et donc value, c'est quoi? C'est un int. Donc si vous avez le moindre doute, il faut aller fouiller dans la documentation pour savoir ce qu'on va vous envoyer. Et de temps en temps, vous allez devoir un petit peu batailler parce que l'information n'est pas directement sur le nom de la classe que vous avez utilisée. Des fois, il faut remonter de 1, voire de 2, 3 niveaux pour arriver à retrouver le bon signal. D'ailleurs, au passage, ce QAbstractSlider lui-même dérive de QWidget. Regardez, je triche un peu. Je vais directement à ce niveau-là mettre QWidget, ça m'évite de ne pas passer par les écrans graphiques et de directement aller sur la page qui va bien. C'est tout bête, mais QWidget, elle aussi, elle a des signaux. Et donc, par héritage, j'aurai droit de me connecter à tous ces signaux que ma classe de base me met à disposition. Ils sont ici, les signaux de QWidget. Ce qui veut dire que je peux les gérer, d'accord, au niveau de mon slider. Parce que on a plusieurs niveaux d'héritage. Bon, si je reprends l'exemple de code que je vous avais proposé, vous noterez que j'ai ici un autre slot. D'accord, cet autre slot me permet de réagir à un changement de date. Allez, je vais me permettre de le récupérer. Je reviens au niveau de mon code, je localise la zone dans laquelle j'ai mis mes slots. Voilà, très bien. Et puis ce qu'il faut maintenant, c'est connecter ce slot au signal qui nous intéresse. Donc je remonte un petit peu ici, vous avez le calendrier, et là, il faut encore une fois repartir dans la documentation. Vous demandez la documentation de QCalendarWidget, et il faut savoir comment va s'appeler le signal qui va déclencher quand je vais changer de date. Le signal s'appellera Selection Change. Bon, si je connecte encore une fois un slot sur ce signal, normalement, je devrais réagir à un changement d'état dans mon interface graphique. On valide, je suis maintenant le 23 septembre, regardez, ici, la date, elle a changé. D'accord? Donc après, il faut connaître les signaux, il faut savoir ce qui vous envoie pour que vous puissiez coder vos slots associés, et il faut connecter le tout pour pouvoir après réagir aux actions de l'utilisateur sur votre interface graphique. D'accord? Et donc, en l'occurrence, là, pour avoir récupéré ma date, là, je suis passé, pour varier un peu les plaisirs, par le sender. D'accord? Donc, le sender me renvoie bien quelque chose de type QCalendarWidget. Là, ici, on a typé, ça peut être bien dans certains cas. Et à ce niveau-là, du coup, j'ai plus qu'à récupérer la date sélectionnée. Au passage, je discute 3 secondes de cette information-là. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Regardez, ici, si je fais btn point,
Bon là, il m'a un petit peu aidé quand même parce qu'il a récupéré l'information ici du sender. Donc là, c'est un mauvais exemple. Mais des fois, quand vous ne typez pas, il ne sait pas trop quoi vous proposer au niveau de cette liste-là. Et des fois, on reste un petit peu sec. Regardez, j'image mon propos différemment, mais si ici, je fais un def FCT ou méthode, allez. Voilà. Et puis je prends un param quelconque. Comme je vous disais, si ici vous faites param point, vous êtes un peu embêté. Il n'y a pas de proposition à part quelques templates de code, mais qui n'ont rien à voir avec mon besoin. Et donc du coup, on va dire je n'ai aucune assistance. Par contre, si je dis que ce paramètre était une chaîne de caractères, c'est tout bête. Mais maintenant, si je fais CTRL espace, là je retrouve toutes les méthodes qui me sont fournies par la classe de manipulation de chaîne de caractères. Ça, si vous voulez être sûr d'avoir un maximum d'aide, ça peut être une bonne idée ici que de donner la nature de la chose. Là, attention, si je regarde Sender, il me renvoie quelque chose qui est bien un objet Qt, mais il ne saura pas forcément exactement quelle est la nature de la classe. Donc les méthodes qui vont m'être proposées ici sont des méthodes, comment pourrais-je dire, générales que j'aurai sur tout widget, mais pas forcément les méthodes à proprement parler de ma classe bouton. Si là je fais un set texte, par exemple, vous voyez, il ne me le propose pas. Parce que tout widget n'a pas forcément du texte. Alors que si jamais je reviens ici et que je dis que ça, c'est un QPushButton, c'est tout bête, mais là maintenant, si je reviens, je vois apparaître mon set texte. D'accord ? Là, le sender, il me renvoyait un type de base et je n'avais en suggestion que les méthodes de ce type de base. Si je veux être un petit peu plus précis et pouvoir profiter au maximum de l'aide que va me conférer mon atelier de développement, j'ai tout intérêt à typer mes variables. Et donc c'est pour ça que ici j'avais mis mon QCalendar widget. Ça vous permettra, quand vous ne maîtrisez pas encore bien une classe, au moins d'avoir un minimum d'aide et de pouvoir peut-être arriver à deviner quelle serait la bonne méthode à utiliser face à un besoin donné. Donc je vous invite à typer vos variables. Bon, ça, je vous invite à le faire indépendamment de Qt. C'est pour moi une bonne pratique de développement dans tous les cas. Je sais que sur les tutos qui tournaient autour du langage de programmation à proprement parler, on en avait déjà parlé. Si jamais vous voulez revoir ces sections-là, je vous renvoie sur mon site. D'accord, vous revenez sur la section Python. Et puis pour rappel, ici, vous avez tout le tutoriel sur le langage de programmation Python et notamment tout ce qui est relatif à la mise en œuvre de fonctions, de classes, de méthodes et ainsi de suite. Et donc vous retrouverez pas mal d'informations sur ces notions de typage notamment. Bon, voilà qui clôt en tout cas moi ce que je voulais vous montrer sur ce tuto. Et donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble réellement à une interface graphique, dans le sens où voilà, maintenant on a quelques premiers composants graphiques qui sont présents dans notre interface. Bon, du coup, je vais m'arrêter là. On se retrouve lors du prochain tuto pour pouvoir parler un petit peu de style. Alors j'avais déjà fait... j'avais produit quelques discussions à propos de ces sujets-là dans les tutos précédents, mais sur le suivant, on va essayer de devenir un petit peu plus costaud sur comment particulariser le style de mes composants. On verra ça très prochainement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.